4x4 est flambant neuf, mais ses amortisseurs ne mettront pas le dos de Maria, une jeune Française, à l'abri des bosses et des trous de cette piste. Maria vient d'atterrir au cœur de l'Afrique, à 6000 km de chez elle. À peine descendue de l'avion, Bonjour, Maria. Alain, dont elle va partager le quotidien pendant 15 jours, l'emmène immédiatement sur son lieu de travail, la jungle. Maria n'est pas très rassurée. La hantise, c'est de ne surtout pas tomber en panne ou crever ou quoi que ce soit. C'est juste ça. Et quelques kilomètres plus loin, au beau milieu de nulle part, la crevaison tant redoutée. Ça arrive souvent les pannes comme ça, enfin les crevaisons. T'en as eu toi? Une crevaison ou une panne de moteur, c'est une mécanique, hein, c'est imprévisible. Cet arrêt forcé va se transformer en séance de torture. Pas pour la Française, mais pour Alain qui l'accompagne. Il est pris pour cible par un insecte inoffensif, mais qui va le rendre dingue, le fourrou. Alain est même convaincu que ces moucherons lui en veulent personnellement. Ces moucherons là sont racistes. Oh là là. À cause des moucherons, c'est la veste sur la tête qu'il change la roue. Pourtant, Alain n'est pas un mécano et Maria n'a rien d'une exploratrice. Tous les deux sont médecins. Maria Mandon, 30 ans, mariée, maman de 2 petites filles et docteur en gynécologie obstétrique. Maria est une jeune femme hyperactive et déterminée. Après 11 ans d'études de médecine, elle vient tout juste d'être diplômée. Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Comme pour tout ce qu'elle fait, c'est en bonne élève qu'elle récolte tous les honneurs. Je déclare Madame Maria Mandon-Guyot digne de recevoir le grade de docteur en médecine avec félicitations du jury. Rien ne peut détourner Maria de ses objectifs, et pour elle, la médecine est une vocation. Depuis qu'on m'a offert une petite mallette de docteur, quand j'avais 6 ans, je savais que c'était ça. C'est ici en Normandie, au CHU de Caen qu'elle exerce. Une maternité flambant neuve, où les médecins sont assistés par des machines dernier cri. Ça, pour nous, c'est l'instrument indispensable. C'est celui dont on peut quasiment pas se passer. Des machines qui l'assistent de jour comme de nuit, lors de ses interminables gardes de 24 heures. Un travail harassant, qui n'empêche pas Maria d'avoir une vie de famille bien remplie. À tout juste 30 ans, cette femme pleine d'énergie est déjà mariée et mère de 2 petites filles. Voilà Luce, qui a 2 ans et demi. Et voilà Junon, qui a 10 mois et demi. C'est une maman active, qui fait beaucoup de choses. La jeune femme a accepté d'aller voir ailleurs, pour exercer son métier dans un pays qui lui est inconnu. On passe l'Éthiopie, le Soudan, la République centrafricaine, le Congo. Ah, je vais au Congo. Oh la vache. Maria part au Congo. C'est dans ce pays sauvage, au cœur de l'Afrique noire, qu'elle va vivre la plus grande aventure de sa vie. Il faut qu'on lui mette de l'oxygène, hein. Elle va partager le quotidien d'Alain Bikindou, médecin de brousse depuis plus de 10 ans. Ils seront là où aucun autre docteur n'ose aller. Ensemble, ils vont soigner les populations au cœur de la jungle. Comment Maria réussira-t-elle à exercer dans ce pays où il n'y a rien? C'est une misère comme jamais j'ai vu, quoi. C'est hyper difficile. Maria est l'une des meilleures de sa promotion. Mais que vaut sa formation de pointe en pleine brousse? Je suis très impressionnée. Je leur arrive pas à la cheville du tout. C'est une belle leçon d'humilité. Comment réagira-t-elle face à des maladies auxquelles elle n'a jamais été confrontée? Ça peut être une des manifestations de la lèpre. Ça peut être de la lèpre. Si c'est réellement une tuberculose, C'est la dramatique. promiscuité fait qu'il y ait danger. Mais donc le risque, c'est qu'on le laisse mourir ici. Voilà, le risque c'est ça. Malgré ces conditions extrêmes, Maria va faire des rencontres inoubliables qui vont la changer à tout jamais.
Bonjour, Maria. C'est dans l'hôtel 5 étoiles. Ouais, c'est ça. Après plus de 15 heures de 4x4, Alain et Maria arrivent à Bétou. Une petite bourgade, perdue au milieu de nulle part, entre la jungle et le fleuve Ubangui. Pour les deux médecins, Bétou n'est qu'un point de départ, car l'urgence est ailleurs. Ils doivent impérativement partir vers les villages les plus reculés du Congo, où la situation sanitaire est la plus difficile. Ici, il n'y a plus de route. Le seul moyen de locomotion, Le tout, c'est de ne pas tomber dans l'eau. c'est la pirogue. Alors ici, il faut savoir enjamber. Hein. Pour faire face à toutes les situations, ils embarquent 50 kilos de médicaments. Et on va couler avec tout ça. Et Archimède On n'est même pas au 1/5 de la, Du chargement habituel. du tonnage. Bon, c'est bon, on a tout? Alain a toute confiance en sa pirogue, creusée dans un tronc d'arbre. Tu sais nager, Alain? Ah ben oui, hein. Que quand il y a des crocos? C'est pas Merci. une pierre, hein. C'est moi qui te sauve, hein, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon. Alain, il sait pas nager, donc c'est moi qui devrais aller le récupérer. À bord de son ambulance en bois, Maria profite du paysage. Ah, c'est somptueux, c'est extraordinaire. Je veux bien d'un parcours en ambulance comme ça, c'est génial. Tout semble calme et paisible. Pourtant, le retour n'aura plus rien d'une balade touristique. Nous sommes tout au nord du Congo, à quelques kilomètres de la Centrafrique. Un pays en pleine guerre civile. Depuis plusieurs mois, des milliers de personnes traversent la frontière pour fuir les violences. Ils se sont réfugiés sur les bords du fleuve. La guerre leur a tout pris, maisons et terres à cultiver. Ils vivent dans le dénuement le plus total. Alain est le seul médecin à leur rendre visite. Son dernier passage, c'était il y a 2 mois. Bonjour. Voilà. Merci. Je m'appelle Didier. D'accord, très bien, moi c'est Maria. Voilà. Merci, enchanté. Mis en place par l'ONU, ce lieu était à l'origine prévu pour une centaine de personnes. Ils sont plus de 1000 réfugiés à s'y entasser aujourd'hui. C'est la misère. C'est sale, au possible. Les gens vivent comme ils peuvent, là. Il y a du monde partout. Ça grouille, là. C'est une misère comme jamais j'ai vu, quoi. C'est hyper difficile. Oh là, ça sent mauvais. Oh là là, c'est ignoble. Oh là 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 là. C'est effroyable. Voilà, sous la tente, c'est une chaleur inouïe. On sue en 2 secondes. Il y a un nombre incalculable de gens. Je ne sais pas combien de personnes peuvent loger dans cette même tente, mais ça doit être effroyable. 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 Alain, lui, n'a pas le temps de s'apitoyer. Le chef du village le dirige immédiatement vers une urgence. Un enfant prostré au fond de la tente. Déjà, au niveau hépatique, il a un foie assez dur. Il transpire déjà. Le cas semble grave. L'enfant est incapable de prononcer le moindre mot. Alain et Maria mènent l'enquête pour faire un diagnostic rapide. Il s'est pas fait piquer par quoi que ce soit? Il n'a pas eu de morsure ou de choses comme ça? Il était tombé. Est-ce qu'avant qu'il ne tombe, il était comme ça aussi? Ouais, il a un sacré ictère. Hein. Ce qui est blanc, normalement, le blanc de l'œil, est jaune. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des globules rouges. On nous dit qu'il est tombé. Est-ce que, de par la chute, il a rompu sa rate et il a perdu du sang au niveau abdominal? Ça, c'est une hypothèse. Il est vraiment en danger parce que déjà, il respire difficilement. La respiration est assez rapide. Selon les 2 médecins, l'enfant fait une hémorragie interne et son sang se viderait dans son ventre. Il peut mourir. Il peut mourir
Si ce n'est aujourd'hui, demain, il peut craquer. C'est épouvantable. C'est dingue. On l'emmène pour une urgence. Ben, je crois qu'il faut que l'on cherche ses parents. Aucune réponse, les parents sont introuvables. Sans leur accord, Alain ne peut emmener l'enfant à l'hôpital. Une situation impensable pour Maria qui craint que l'enfant ne meure dans les heures qui viennent. Et là, si on prend le risque de prendre l'enfant, parce que vu son état critique, si on prend le risque de prendre l'enfant, de l'amener, de faire les soins, qu'est-ce qu'on risque? En dehors de tu vois, il n'y a pas de décharge de signer, mais quand même, il est quand même en danger. Bon, nous ne risquons rien, mais seulement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Mais donc le risque, c'est qu'on le laisse mourir ici. Voilà, le risque, c'est ça. La raison pour laquelle Alain n'emmène pas l'enfant à l'hôpital sans un membre de sa famille est inimaginable en France. Au Congo, les hôpitaux n'ont pas les moyens de nourrir les malades. Sans personne pour s'occuper de lui, l'enfant risquerait de mourir de faim. Une situation absurde pour Maria. Maria, vous allez le laisser là? C'est difficile. Moi, je saurais pas quoi faire, effectivement. Enfin, en plus, moi, je connais pas les coutumes locales. C'est compliqué. Donc ça veut dire peut-être laisser un enfant... Mourir. Ici. Maria ne sait pas quoi faire. Mais ce jour-là, le sort décide pour elle. Eh ben, il faut qu'on lui parle. Il faut qu'on lui parle. La sœur accepte de les suivre à l'hôpital. Les autres malades du camp devront attendre le prochain passage d'Alain dans plusieurs mois. Allez. C'est tout ce qu'il a? C'est tout ce qu'il a comme vêtements? Il était temps pour l'enfant, son état de santé se dégrade très rapidement. Il est en train de geindre, il y a des difficultés respiratoires. Il ne faut pas tarder trop. Maintenant qu'on a les autorisations pour l'amener, voilà, il faut aller vite quoi. Bah oui, tous ces petits chats. Il faudrait que quelqu'un aille stabiliser la pirogue. Alain, tu veux bien aller stabiliser la pirogue? Maria ne peut pas le savoir, mais l'hémorragie interne est beaucoup plus grave qu'elle ne le pense. L'escalier est franchement casse-boule. Tu peux prendre le relais, Alain? Il est pas lourd, hein. Elle est où la grande sœur? Faut qu'elle vienne à côté, hein. Allez, on y va. Il faut 1 heure de pirogue pour rejoindre l'hôpital de la ville de Bétou. Maria fait ce qu'elle peut pour réconforter l'enfant. Alain joint son chauffeur par radio, mais mauvaise nouvelle, il se trouve trop loin pour être là à temps. Il va falloir se contenter d'un des seuls véhicules de la ville. Il commence à avoir une détresse respiratoire très marquée. Donc voilà, faut pas qu'on tarde de trop quand même, quoi. Il a un problème au niveau de ça. Ouais, il a mal quelque part, hein. Dès qu'on le bouge, il est douloureux. Il y a un organe vital Qui est douloureux, ouais. C'est dans ce vieux 4x4 et sur plusieurs kilomètres de route défoncée que le calvaire de l'enfant se prolonge. Autant dire que le transport sanitaire est précaire. Surtout si on suspecte vraiment une atteinte d'un des organes nobles, ça ne ferait que renforcer les choses. Une fois arrivé à l'hôpital, aucun brancard n'attend l'enfant. Alain, je le mets où? Ce n'est pas la seule chose qui exaspère Maria. Elle va devoir faire preuve de patience. Ici, la notion d'urgence est très différente de ce dont elle a l'habitude en France. C'est un brancard dans une pièce bondée. Vas-y, allonge-toi. Personne ne se précipite, bien au contraire.
Bon, voilà sa fiche de référence. Alors que le temps presse, Alain est obligé d'expliquer le cas de l'enfant dans les moindres détails. Même s'il faille transfuser ou il faille ouvrir pour aller voir, faire une laparoïde explorative, il faut qu'on vienne ici. Non, il était tombé. Même si il faut se faire au système, là, quand même, il y a moyen de raccourcir les procédures. Un ranger ou un gélo pour ne pas l'inonder encore. Comme ça, on peut l'amener directement à pédiatrie. On l'amène en pédiatrie. Bon, alors, cette fois-ci, on part en pédiatrie. La pédiatrie, c'est où? Vers les maladies infectieuses, là-bas au fond. Voilà, on change de service. Non, non, c'est bon. Là, c'est bon, docteur. Ils ont perdu 20 minutes aux urgences pour rien. Et c'est toujours à bout de bras que Maria transporte l'enfant. Le médecin français commence à perdre patience. Il faut qu'on lui mette de l'oxygène, hein. Mais rien n'y fait. En pédiatrie, le même manège recommence. Les infirmiers questionnent cette fois la sœur de l'enfant. 15 minutes d'interrogatoire pour apprendre que l'enfant malade est en réalité une petite fille et qu'elle s'appelle Elisa. Non mais là, c'est même plus ça qui est important. C'est juste de la prendre en charge maintenant et il faut qu'on y aille là. Elle déglobulise, hein, vraiment. Il y a une vraie perte de globules rouges. Il va falloir qu'on aille au bloc. Mais déjà, il faut faire le groupage en face. Maria pense que le sang continue de se vider dans l'abdomen de la petite fille. Pour la sauver, elle est convaincue qu'il faut l'opérer en lui ouvrant le ventre. Mais le docteur Ngoyo, l'unique médecin de cet hôpital, va lui donner une petite leçon de médecine. Ici, il n'y a ni scanner ni radio. C'est avec son seul stéthoscope qu'il peut faire un diagnostic. L'abdomen n'a rien, c'est un hémotome. Il y a le débord hépatique, il y a la rate qui est là. En quelques palpations, le médecin est sûr de lui. L'hémorragie n'est pas située dans le ventre, contrairement au diagnostic d'Alain et Maria. C'est les poumons. C'est simple, on va ponctionner. Alors là, je suis bluffée, hein. Sans scanner, sans IRM. Sans rien, et puis de façon très précise en fait. Hein. Maria, vous l'auriez trouvé, vous l'auriez pu le faire ce diagnostic ? Toute seule, non, jamais. Jamais. Sans rien. Toute seule en brousse, là, non. Ça, vous l'auriez détecté, mais avec toutes les machines foirées. Ah oui, mais c'est de la triche. C'est que le diagnostic était Le le bon. diagnostic est bien posé. C'est ça, effectivement, le flair médical africain. Ouais, je suis très impressionnée. Je me sens vraiment petite gamine, là. Je me sens minable. Ouais, je leur arrive pas à la cheville du tout. Hein. C'est une belle leçon d'humilité. En pleine opération, Maria quitte le bloc très chamboulée par cette expérience. C'est une vraie remise en question. Après 11 ans d'études de médecine, elle ne s'attendait pas à recevoir une telle leçon de la part de ses médecins de brousse. C'est une belle histoire, effectivement. Hein, c'est quelque chose, on se dit qu'on allait chercher quelqu'un, on a trouvé cet enfant et finalement, c'était très bien qu'on passe là puisque sinon, elle n'aurait pas passé la nuit, quoi. Donc, avec très peu de moyens, ils arrivent à faire un diagnostic qui est le bon et dans le temps imparti qui permet de sauver la personne. Alors moi, avec tout ce que j'ai appris, ou alors je suis une tocarde. mais sinon, non, j'aurais pas été capable, quoi. On est sur un enseignement pendant 10-15 ans, on nous dit que finalement la médecine de spécialité est la meilleure médecine puisqu'on est l'élite. Et en fait, pas du tout. Ça, c'est ça la vraie médecine. Ça va pas? Oui, ça va. Ah ouais. C'était quoi? C'est le coup de chaud, tu sais, c'est les émotions de la journée. Avec la fatigue. Ouais. Quand une personne qui devait s'éteindre dans quelques minutes, vous réussissez par quelques gestes de le ramener à la vie, il n'y a rien de plus précieux que cela. La journée a été éprouvante.
Maria a eu beaucoup de mal à gérer ses émotions. Après le sauvetage miraculeux de la petite réfugiée, elle ressent plus que jamais le besoin de parler à ses filles. C'est qui ça? Bonjour chérie. Grâce à notre balise satellite, elle contacte sa famille. Bonjour ma chérie. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va super bien. Ouais, ça va bien, ouais. J'ai l'impression que t'as un peu maigri. Oui, c'est ça. L'Afrique a du bon. Bonjour maman. Je vois papa et maman. Il y a Junon qui fait coucou. Luce veut te montrer quelque chose. Ça, c'est Luce qui a fait ce petit cahier. Donc, elle montre l'avion dans lequel tu es parti. Et voilà, et elle est arrivée ici. Et donc, alors, sinon, au niveau du travail, t'as eu des choses intéressantes? On s'est arrêté à un camp de réfugiés. Donc, c'est la première fois que je mettais les pieds là, dans un camp de réfugiés. C'est effrayant. C'est juste effrayant. Ça a été dur? Oui, ça a été très dur. Et en fait, on a récupéré quelqu'un, une petite fille de, je sais pas, entre 8 et 10 ans. Elle était quasiment sur le point de mourir à 24 heures près. Et donc, on l'a ramenée avec nous vers l'hôpital. C'est fort, quoi. Et au niveau du moyen technique Ah bah, c'est proche de zéro, hein. C'est proche de zéro. On est dans un grand luxe en France. Je vous embrasse, je vous aime tous très fort. Mais moi aussi, Luce, je t'aime. Oh, je t'aime très fort. Allez. Voir mes filles, c'est génial. Mon mari aussi, mais on peut mieux supporter, je pense, la séparation avec son mari que d'avec ses enfants. Là, je suis encore dans la découverte et dans la phase active du séjour, donc ça va encore. Requinquée par cet entretien avec ses proches, Maria n'a plus qu'une idée en tête, se rendre au chevet de la petite réfugiée. La fillette est sauvée et son père est à ses côtés. Moi là. Oui, c'est le papa. Sans argent, son père n'a pu prendre une pirogue pour parcourir les 30 km qui séparent le camp de réfugiés de l'hôpital. Face à tant de misère, Maria est désemparée. Est-ce que ça vous évoque de vous dire qu'elle va repartir vivre dans ce camp? C'est terrible, hein, mais on est tellement impuissants face à ça. Là, au moins, elle ne sera pas morte cette nuit, quoi. Peut-être que ça n'est que retarder les choses, mais au moins, elle n'est pas morte cette nuit et elle est venue avec nous. Le papa de la petite fille n'aura rien à payer. Au Congo, les urgences sont gratuites. Tout se complique pour les familles quand un des membres est atteint par la maladie et qu'il faut prendre un traitement. Un traitement parfois plus dangereux que le mal qu'il est censé soigner. Au marché du village, on trouve de tout. Du plus surprenant... C'est un crocodile ou un alligator? Un alligator. Ils sont fumés ceux-là ou Non, pas? ils sont vivants, ils sont vivants. Ils sont vivants? Oui. Mais ils bougent pas du tout? Ils sont vivants. Bah non, en fait, ils sont pas morts du tout, ils sont vivants. Au moins ragoûtant. Bon, c'est un poisson d'eau douce. C'est le poisson du fleuve. Ouais, c'est un poisson qui a aussi des vertus de vivre en dehors de l'eau. Ah, c'est pour ça alors qu'il continue à respirer, Voilà. alors. Et il est coupé, mais il continue à respirer. Il y a plein de mouches qui sont sur la bestiole, là, et c'est juste infect, ça sent vraiment très mauvais. Est-ce que les mouches qui sont là transmettent des maladies? Effectivement, les conséquences, c'est les maladies diarrhéiques. C'est les maladies diarrhéiques, le choléra et autres. Que ces mouches-là véhiculent. Ça continue à bouger. C'est incroyable, c'est incroyable. Le poisson se fait la malle. Le vrai danger est un peu plus loin. Partout sur le marché, on trouve des stands de médicaments comme celui-ci. Ce sont de vraies petites pharmacies, mais seulement en apparence. Voilà, un des gros problèmes que nous avons aussi, c'est la vente des faux médicaments. Vous avez là, par exemple, la ciprofloxacine. C'est un antibiotique
On ne sait pas qui a fabriqué, est-ce que le principe actif y est. Mais il n'y a pas de péremption non plus sur les boîtes. Il n'y a pas de péremption non plus. Ces antibiotiques-là, comme on ne sait pas du tout comment ça a été fabriqué et avec quoi, ça peut être toxique pour la personne parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et en plus inefficace. Certains produits vendus sont même potentiellement mortels, comme le chloramphénicol, un antibiotique interdit à la vente dans presque tous les pays du monde. Ces vendeurs de médicaments se prennent pour des médecins. Y compris sur les antibiotiques, sur des choses qui sont très contrôlées Voilà, normalement. c'est ça. Ils se prennent pour des médecins. Dès qu'un malade arrive, il explique ce qu'il ressent et du coup, il lui conseille un médicament. Et les gens y adhèrent parce que ça coûte moins cher. Tipro, il a combien? Tipro 1000 francs. En pharmacie, ça coûte plus de 5000 francs, 5 fois moins cher. Au Congo, plus de la moitié de la population vit avec moins d'1 euro par jour. Pour la plupart des habitants, les vrais médicaments sont inabordables. Des médicaments qui ne sont pas remboursés, car ici, il n'y a pas de sécurité sociale. La pauvreté pousse aussi de nombreux Congolais à se tourner vers des médecines parallèles beaucoup moins chères. De retour à l'hôpital, Maria va être confrontée à ses croyances mystiques et à leurs conséquences parfois dramatiques. C'est un jeune homme qui était arrivé avec une jambe gonflée. Hein. Même les parents étaient convaincus parce qu'ici on a jeté le mauvais sort. Donc si c'est le mauvais sort, ça ne peut être soigné que par les guérisseurs et non à l'hôpital. Ils sont allés voir les guérisseurs. Et lui, il a commencé à scarifier le pied. Et suite aux scarifications, la jambe s'est éclatée, si bien que les tendons étaient extériorisés. La photo que j'ai ici, ça c'est le 2e jour, je crois, de pansement, le 3e jour. Vous allez voir, sur ce garçon, il n'était pas venu dans la semaine. Il courait déjà une gangrène. C'est surprenant parce que même si on a recours assez facilement aux guérisseurs, on attend d'eux qui disent non, c'est pas de mon recours et pas de laisser, excusez-moi du terme, mais pourrir la situation. C'est ça, hein, c'est ce qui s'est passé. Dans ce pays, il faut composer avec cette médecine empreinte de magie. Pour mieux faire prendre conscience à Maria de l'importance de ces traditions, Alain l'emmène rencontrer le guérisseur du village. Pour la première fois, elle va assister à une séance de guérison. Bonjour. Cet homme est le sorcier du village. Un don hérité de ses ancêtres lui permettrait de soigner toutes les maladies. Il ne parle pas français, c'est son assistant qui explique à Maria les différentes étapes de la consultation. Ça, c'est le patient. Il est atteint de rhumatisme aigu par rapport... Ce vieux monsieur est atteint de rhumatisme, une affection très courante chez les personnes d'un certain âge. Pourtant, il est convaincu qu'il a été victime d'un mauvais sort. Pour le conjurer, le sorcier procède aux scarifications. Donc, là, il est en train de chercher où est le mal. Ça, c'est la lame gilette qui va permettre de faire sortir le sang. C'est avec cette lame de rasoir, sale et usagée, que le sorcier saigne le malade. Là, l'incision commence. Le sang est noir. Un sang noir, selon le guérisseur, il n'y a qu'un diagnostic possible, un mauvais sort. C'est quoi ça? Ça, ce sont les médicaments. D'accord. C'est fait à base des plantes. On a pris les peaux de banane, les peaux de palmiers, on les fait griller et puis on les écrase pour faire ce médicament. Il est aussi à la fois une protection contre les mauvais esprits. Hein? Alors que la nuit tombe, le sorcier va maintenant désenvoûter le malade. Ça, c'est l'imploration des mânes. Le coup de sifflet, c'est l'imploration aux mânes, pour que les mânes viennent nous assister dans la prière. Les mânes, ce sont les esprits, les ancêtres. Maria n'est pas très à l'aise et observe la scène avec perplexité. Au bout de quelques minutes, elle ne peut s'empêcher d'émettre une petite critique du bout des lèvres, histoire de ne pas vexer le sorcier. Il semble que c'est important de prendre en compte la conviction du patient. Maintenant, c'est vrai que quand on a une formation plus rationnelle, c'est difficile de pouvoir adhérer à ce genre de soins. Ah oui, ben... Mais pourquoi pas?
Le sorcier capture maintenant le mauvais esprit avec cette cape, puis le chasse par la porte. Et le patient dit ceci, qu'après cette séance, il se sent un peu bien, parce que vraiment, quand il était venu, il était très affaibli. Dans ce pays, tous les jours, des milliers de personnes se tournent vers cette médecine traditionnelle au détriment de la médecine moderne. Car au Congo, il n'y a qu'un docteur pour 5000 habitants, c'est 17 fois moins qu'en France. Les besoins se font sentir partout, même dans les rares hôpitaux du pays. Comme à Bétou, où 70 000 personnes dépendent de cet hôpital, où seul un médecin exerce. La venue d'Alain et Maria est une bénédiction. À peine arrivés, ils sont tout de suite mis à contribution. Ce matin-là, une femme est sur le point d'accoucher. La gynécologue française s'imagine retrouver un environnement familier. Au CHU de Caen, Maria exerce dans cette maternité ultra-moderne. Ici, tout est nettoyé, briqué, stérilisé. Lors d'un accouchement, la gynécologue est assistée par une petite armada, anesthésiste, infirmière, sage-femme. Ok, respirez, vous prenez plein d'oxygène. Et on y va. Allez-y là. Allez, on y va là. Allez, poussez fort. Le Synto, s'il vous plaît. On va accélérer un peu le débit de la perf là. Est-ce que tu peux mettre de l'oxygène à fond la caisse à la dame, s'il te plaît? Et en cas de problème, d'innombrables machines prennent le relais. Bravo. Dès son premier cri, le bébé est posé sur le ventre de la maman. Tout ça sous le regard aimant de son papa. Une naissance tout en douceur. Au Congo, la salle d'accouchement est exiguë et il y règne une chaleur torride. Maria est choquée. C'est carrément sale. Les sols sont sales, la table elle n'est pas désinfectée, la table elle n'est pas fonctionnelle parce qu'elle est collée contre un mur et donc du coup, si jamais il y avait un vrai souci particulier, on ne pourrait même pas tourner autour de la patiente. Des conditions d'hygiène impensables en France. Et en cas de complications, aucune machine ne peut leur venir en aide. Pas de monitoring, il n'y a pas de tensiomètre. Et les dames, elles accouchent toutes habillées. Quant à la sage-femme, elle ne donne aucune indication. La future maman est livrée à elle-même. Tu attends, tu la fais pas pousser avant. Non, c'est rigolo ça. Ça descend. Si le cœur du bébé était en train de ralentir, parce que l'engagement peut faire ralentir le cœur du bébé, tu la fais pousser. Ah ouais. Et tu l'orientes pas la dame, tu lui dis pas de pousser. Elle montre de pousser? Oui, je sais. La tête. Si. Elle pousse. En fait, on touche très peu la patiente. On la commande pas, c'est elle qui sent les choses, c'est elle qui pousse sur ses sensations en fait. On dirige beaucoup plus. Nous, les sages-femmes sont des coachs, c'est elles qui disent à quel moment il faut pousser, comment il faut pousser. Là, c'est vraiment la patiente qui fait son accouchement toute seule. Voilà. Et on tient le bébé par les pieds. Contrairement à la France, au Congo, on ne montre pas tout de suite l'enfant à la mère. Maria prend l'initiative de faire les présentations. On le montre à la maman. Reste le plus périlleux. Ça, c'est la pesée du bébé. Alors, ça change. On est chez le boucher, au crochet. Un pèse-bébé très instable. Mon Dieu. Ouais. Ça s'est très bien passé, hein. C'est une méthode complètement différente, mais ça s'est passé tout seul, il n'y a besoin de personne. Après quelques acrobaties, le bébé est en pleine forme. Dehors, le ciel est menaçant. C'est le début de la saison des pluies, et sous ces latitudes, les orages sont particulièrement violents. À Bétou, lorsque le tonnerre gronde, il vaut mieux se mettre rapidement à l'abri. En quelques minutes, c'est un torrent d'eau qui s'abat sur la ville. Maria part se réfugier dans sa chambre. Depuis qu'elle est arrivée au Congo, elle a dû s'habituer à un confort rudimentaire. Ici, il n'y a pas de traitement de faveur pour les médecins. Bon bah là, il n'y a pas d'électricité.
chambre. Le sommaire, bon, il y a un lit quand même, avec une toute petite mousse. C'est très très loin du confort que je peux avoir à la maison et de ce que je souhaite par-dessus tout, avoir un bon matelas bien confortable. Là, c'est très très loin. Ça c'est bien, il y a quand même la moustiquaire. Et puis après, il y a quand même une douche et ça c'est quand même le luxe. Ce confort, Maria le partage avec de nombreux compagnons de chambrée. Comme ces énormes blattes qui rampent un peu partout. Et là-bas, dans le coin. Tiens, il y a une grosse araignée là. C'est un peu le zoo chez moi là. Là j'en ai quelques-unes, là. Il y en a une autre là-haut là. Non, c'est on héberge. Ça vous fait pas peur? Non, mais tant qu'elle passe pas sous la moustiquaire, c'est bon. Bonne nuit, Maria. Ouais, c'est ça, bonne nuit, ouais. Les blattes et les araignées n'ont pas empêché Maria de dormir. L'orage a laissé place à un soleil de plomb. Ce jour-là, Alain et Maria reprennent la route. Ils vont aller au plus profond de la forêt équatoriale, soigner l'un des peuples les plus mystérieux de la planète, les Pygmées. Leur village se trouve à plus de 10 heures de 4x4. La piste est détrempée. Maria trouve que le chauffeur s'y prend mal dans la boue. Pas sûr que ses conseils soient vraiment utiles. On va patiner. Faut que tu passes en sous-régime, hein, parce que tu vas patiner sinon. C'est comme sur la neige. Hein. Tu vas me dire, ça leur parle pas beaucoup. Soudain, le chauffeur freine et marque l'arrêt. Oh, c'est un gros troupeau. Maria n'en croit pas ses yeux. Face à elle, un couple de gorilles, dont un mâle de plus de 200 kilos, leur barre la route. Ah, c'est une chance inouïe, ils sont vraiment tout proches. Une rencontre extrêmement rare avec ces grands singes qui vivent au cœur de la jungle. C'est extra. Ça y est, il part tranquillement, là, le mâle. Ils sont superbes, magnifiques. Ah, on a de la chance, là. C'est vrai que ça change du périph' de Caen, hein. J'ai pas l'habitude de voir des gorilles sur ma route pour aller au travail, moi. Et du coup, on oublie un peu la fatigue de la Ouais, route. c'est ça, exactement. Ça vaut le coup. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, moi j'ai la banane jusqu'à la fin. C'est génial. Même par un médecin, les pygmées ne se laissent pas facilement approcher. Pour pouvoir les soigner, Alain est obligé de passer par cet homme qui a su gagner leur confiance. Il s'appelle Sorel Eta et il les côtoie depuis plus de 15 ans. Comment Sorel? Quand ses vieux amis se retrouvent, c'est tête contre tête qu'ils se saluent, comme le veut la coutume congolaise. Docteur Maria. Bonjour. Bonjour, Sorel Eta. Enchantée. Enchanté aussi. Je vois que ça va être vraiment une sacrée découverte pour Maria. Merci beaucoup. De rien. Au cœur de cette forêt équatoriale, rien ne laisse présager d'une présence humaine. Jusqu'à ce que de petites silhouettes fassent leur apparition. Beauté. Beauté. Bonjour. 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 Ah. Bonjour. Beauté. 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 Maria. Voilà. On va voir comment bisous à Maria. Avec moi, bisous. 50 000 pygmées vivent dans les forêts du Congo. Ils sont parmi les derniers chasseurs-cueilleurs de la planète. Ils ne connaissent ni l'agriculture, ni l'élevage. Ils vivent au cœur de la jungle, dans ces petites huttes de feuilles tressées. Un mode de vie qui n'a pas changé depuis le Paléolithique. Sur ce campement, certains d'entre eux voient pour la première fois une personne à la peau blanche. Une femme blanche, médecin. Je crois que c'est impressionnant probablement. Je suis nettement plus grande que tous entre eux réunis. Et c'est très très impressionnant d'être fixée comme ça par 30 paires d'yeux, 40 peut-être. C'est l'association Médecins d'Afrique qui envoie Alain sur ces campements reculés. Les pygmées n'ont pas d'accès aux soins et meurent encore de maladies qui ont disparu depuis des siècles en France.
Faut leur dire qu'on commence par les enfants. Lengi pagaite, hein? Malem, malem. Kendo ofime kuna? Ouais, tu penses à quoi? Celui qui a le pion, voilà. Ah d'accord, donc ça ressemble à ça. Le pion, une infection très développée chez les pygmées. Si elle n'est pas soignée à temps, il faut amputer le membre infecté. Je lui fais dans la fesse, comment tu fais habituellement? Tu fais dans la fesse? Pourtant, il suffit d'une simple injection pour en guérir définitivement. C'est bien. Ça y est, c'est bon. C'est l'inquiétude, on sent chez les enfants qu'il y a beaucoup d'inquiétude parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir un médecin, d'avoir des aiguilles. Déjà, je pense que chez des enfants qui ont l'habitude, c'est compliqué. Et là, encore plus, quoi. C'est au milieu des crises et des pleurs que les piqûres se poursuivent. Une situation de plus en plus dure à gérer pour Maria, qui est obligée de laisser Alain prendre la seringue. Ça y est, c'est fini, c'est fini. Dans le village, la plupart des enfants présentent un ventre particulièrement gonflé. Ce gonflement n'est pas lié à la malnutrition, mais à des centaines de vers qui prolifèrent dans leurs intestins. Des parasites qui peuvent entraîner la mort de l'enfant par hémorragie. La notion d'hygiène environnementale, ils ne la connaissent pas. Ils mangent sur des feuilles qui ne sont pas nettoyées. Même quand un aliment est tombé à même le sol, ils le ramassent et le mettent dans la bouche. Donc du coup, ça infecte les intestins. Là encore, une maladie très facile à soigner. Ce simple cachet suffit pour tuer tous les vers. Pour la première fois de sa vie de médecin, Maria est confrontée à une maladie qui, chez elle, n'existe plus que dans les livres d'histoire, la lèpre. C'est encore une infection présente ici. Oui. Surtout dans le milieu des pygmées. Et pourquoi surtout chez les pygmées? C'est une question d'hygiène, hein, surtout. Tout le pied est très très abîmé, il y a une partie de l'os là qui est lésée. Et la peau est partie. Hein. Sans traitement, la lèpre continuerait de dévorer le pied de ce malade. Ce qui est terrible pour cette maladie, c'est qu'une dose d'un traitement adéquat suffit pour les soigner. C'est extrêmement rapide, ça soigne très très bien. Encore faut-il que les médicaments soient bien pris. Chaque jour, ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, comme la tombe à la mokote. Le niveau d'analphabétisme étant tel que ils peuvent tout prendre au même moment. Et parfois, ils peuvent même se le distribuer, pensant que le médicament soigne toutes les maladies. Donc, il peut se dire que quelqu'un a mal à la tête, tiens un comprimé, quelqu'un s'est blessé, tiens un comprimé, parce qu'ils vivent en solidarité. Des villages comme celui-ci, il en existe des centaines au Congo. Et il est impossible pour les médecins de brousse de tous les visiter. Chez les pygmées, l'espérance de vie est estimée à une vingtaine d'années, presque 3 fois moins que dans le reste du pays. Pour passer la nuit sur le camp, Maria doit construire sa propre hutte. Les femmes de la tribu l'emmènent en forêt pour collecter les matériaux nécessaires. On comprend l'intérêt d'être petit pour pouvoir passer entre les lianes, les branches. C'est très très physique en fait comme exercice là. Avec leur 1,50 m de moyenne, les pygmées sont parfaitement adaptés à leur environnement, une jungle inextricable. Apparemment, on ne peut pas se déplacer ici sans coupe-coupe. Hein. Ça, c'est un truc de pro. Bon, je suis dans l'imitation parce que forcément, avec la barrière de la langue, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire. Un travail éreintant pour les femmes qui se fait dans une ambiance de fête. Ça coupe pas, le coupe-coupe ne coupe pas. Et ça danse. C'est juste incroyable. Attends, je vais me faire gronder par la patronne. D'accord.
C'est un travail très physique, hein, on le voit, hein, c'est vraiment physique et tout le monde va bien, la maman bosse comme si de rien n'était et bébé dort bien entendu. Donc, ça nous rend très modestes, très humbles. Jamais on envisagerait ça en France, quoi. Jamais. Dans cette tribu, les hommes et les femmes se partagent équitablement toutes les tâches du quotidien. Seule la construction des huttes est réservée aux femmes. C'est un peu comme la tente igloo chez nous, quoi. Version pygmée. Version pygmée. C'est vraiment exactement les mêmes poses que des tuiles chez nous, en fait. Hein. Il y a des femmes qui préparent les feuilles avant. Elles taillent la tige, elles la récupèrent et elles la taillent, elles la fendent en fait pour qu'on puisse l'accrocher dans la structure et que ça tienne tout seul. En à peine 1 heure, la hutte de Maria est terminée. S'il pleut dans la hutte, ce sera de ma faute. Hein. Donc j'espère qu'on n'aura pas une grosse averse cette nuit. C'est allé très vite, les 3 petits cochons, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Bon, elle vous plaît la chambre pour la nuit? Ah, elle est extraordinaire. Enfin, je suis le seul médecin au monde à dormir sous une hutte chez les pygmées, quoi. C'est juste formidable, c'est extraordinaire. C'est en chanson que toutes les femmes célèbrent la fin de la construction. Des chants qui vont durer toute la nuit. Car les pygmées veulent aussi remercier les esprits de la forêt de leur avoir envoyé les médecins. Ça va me faire une paire de fesses. Allez. Hop. C'est maintenant au tour des hommes d'entrer dans la danse. Déguisés en arbre, symbole de puissance, ils se déhanchent pour séduire la jante féminine. Maria est tenue de garder ses distances. Les pygmées vivent loin des villes, loin des Congolais, protégés par une immense forêt équatoriale. Ce petit peuple semble libre. Pourtant, ces hommes et ces femmes sont enchaînés à une tradition des plus cruelles. Les pygmées, comment ils sont considérés dans le pays par les autres Mais par les autres populations. Bon, d'abord, il faut savoir qu'eux, ils sont minoritaires. Eux, c'est-à-dire les pygmées, ils sont minoritaires et les bantous, donc nous autres, sommes majoritaires. Maintenant, entre ces populations voisines, il existe un rapport de maître et d'esclaves, ou de propriétaire et de propriété. Les pygmées appartiennent à des familles. Quand le chef de famille, par exemple le papa, meurt, il lègue les pygmées à sa descendance. Donc le pygmée tel qu'il est là, il sait, il est conscient, il sait qu'il appartient à un maître bantou. Concrètement, les pygmées effectuent des tâches. Ils travaillent par exemple pour le compte de leur maître, pour la famille du maître. C'est quoi par exemple? Ils peuvent chasser pour le compte du maître. Donc quand il va à la chasse, le maître peut lui donner par exemple le fusil, il chasse et ramène le gibier pour le maître. Il pêche pour le compte du maître. Et ils n'ont pas de moyen de s'affranchir de ça? Qu'est-ce qui se passe si jamais ils refusent de... Ah, mais c'est grave. S'ils refusent, ils peuvent se faire agresser, hein, physiquement ou bien moralement par des injures. Hein. Être pygmée, quand on te traite de pygmée, c'est une injure dans notre société. Voilà, on te traite de sous-homme, voilà. Donc ceux qui méprisent les pygmées, souvent ils les méprisent par ignorance, parce qu'ils ne savent pas. Les pygmées sont d'infatigables danseurs. Sur les coups de 2 heures du matin, Maria tente d'aller se coucher. Maria, ça va pas être facile de dormir. Non, ça va pas être facile du tout. Il y a un bruit pas possible et ma tente, enfin ma cahute donne tout de suite sur le feu, donc ça va être un peu compliqué. On va essayer quand même. On va sortir les équipements occidentaux type boule caisse.
Le son des tam-tams a résonné dans la forêt toute la nuit. Vers 6 h du matin, les pygmées sont venus réveiller Maria. Un petit groupe part en forêt, chercher pour leur maître et pour eux, leur mets de prédilection, le miel. Cette tribu vit de la chasse, de la pêche et de la cueillette, mais ne revend rien. Les coupe-coupes et les rares habits qu'ils portent, ils les ont troqués contre un peu de nourriture. Pour trouver une ruche, il faut parfois marcher une journée entière sous une chaleur étouffante. Mais bizarrement, aucun pygmée n'a emporté de quoi boire, ni même manger. Car tout ce dont ils ont besoin Comme ça se trouve autour d'eux. Pour boire, ils se servent de ces lianes remplies d'eau potable, naturellement filtrée par la plante. C'est comme de l'eau de source. C'est vraiment, c'est un goût complètement neutre, c'est vraiment de l'eau de source. C'est pas sucré, c'est pas salé. Merci. Après plus de 2 heures de recherche, l'un des hommes vient de repérer l'objet de toute leur convoitise. Le miel est à près de 20 mètres du sol et des milliers d'abeilles grouillent autour de la ruche. Avant de grimper à l'arbre, il faut prendre ses précautions. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Une fois enduits de cendres, les hommes montent à l'arbre à l'aide d'une simple liane. Leur vie repose alors sur ce nœud rudimentaire. Il est monté en 2 secondes à l'arbre là, il doit mesurer, je sais pas moi, peut-être 20 mètres. Et il s'aide juste d'une liane et c'est extraordinaire. Ils sont sans protection bien entendu. Ils montent juste avec une liane pour les aider pour que ce soit plus rapide, mais ça les protège en rien du tout. Comme tous les apiculteurs du monde, ils doivent maintenant enfumer la ruche pour faire sortir les abeilles. À cette hauteur, toute chute serait fatale. À 20 mètres du sol, dans une chaleur étouffante, encerclés et piqués par des dizaines d'abeilles, ces hommes risquent leur vie pour récupérer le précieux nectar. L'entrée de la ruche est au cœur de l'arbre. Il faut creuser le tronc pour y accéder. C'est ensuite à main nue, sans aucune protection, qu'ils s'emparent du butin. Après 1 heure d'effort, plus de 3 kilos de miel sont récupérés. Le festin est ensuite partagé entre tous les membres de la tribu. Voilà, chacun peut se servir, hein, motomota pour bosser. Mandam boya die. Ah, il est puissant. Quand il y a vraiment du, tu vois, il y a plein de miel à l'intérieur en pression, hein. Tu vois, ça là c'est le miel en liquide. Alors que tout le monde se régale, les héros de la journée redescendent, le corps meurtri. Tiens, viens là. Attends. Sur tout son corps, les dards des abeilles sont toujours enfoncés dans la peau. Malgré ces piqûres douloureuses, ces hommes ne se plaignent pas, conscients que cela aurait pu être bien pire. Ces risques, ils ne les prennent pas que pour eux. Ces esclaves garderont une partie de la récolte du jour pour leur maître congolais.
Depuis le début de son séjour, Maria apprend, découvre, ne cesse de s'enrichir au contact d'Alain. De retour à Bétou, elle va avoir l'occasion à son tour de faire partager son savoir à son confrère congolais. À l'hôpital, le docteur Ngoyo, celui qui avait sauvé la vie de la petite fille réfugiée, les attend. Oh, docteur Richel, comment? Alors, enchanté de te revoir. Oh, très enchanté, le plaisir est pour moi. Cette femme enceinte a très largement dépassé son terme et la vie du bébé est en danger. Il faut pratiquer une césarienne en urgence. C'est Maria qui va prendre les choses en main. Elle va leur apprendre une nouvelle technique de césarienne dont ils n'avaient jamais entendu parler. La dame, elle a eu des césariennes par incision verticale du nombril au pubis, alors que nous, maintenant, on fait des césariennes avec une cicatrice horizontale au niveau de l'élastique du slip, quoi. Ça se voit moins, et puis, oui, c'est surtout esthétique. Voilà. Donc là, après, une fois que tu as eu ce plan-là, avec ton aponévrose et la graisse qui sort un peu, tu écartes, en fait, tu vois, il faut vraiment que tu... Alain a fait d'aussi longues études de médecine que Maria, mais il exécute les ordres avec application. Et là, tu vas pouvoir lâcher ta valve. Pour ces médecins coupés du monde, les occasions de réactualiser leur savoir-faire sont trop rares. Voilà. Comment elle va, la dame? Ça va? Bien sûr. Malgré ses 20 ans d'expérience, au moment de refermer le ventre, Alain se retrouve dans le rôle du jeune interne. Non, on n'y touche pas. Ça va saigner. On apprend toujours. Non, tire pas trop. C'est vraiment l'attention que je te donne. On va devoir refaire des points parce que tu vois, ça déchire. Le segment inférieur, il est. Donc, il faut vraiment pas tirer du tout. Voilà. Merci. C'est à nous de vous remercier pour cet échange combien enrichissant. C'est juste une technique d'ouverture qui est beaucoup plus esthétique et qui a aussi moins de risques pour la femme pour ses futurs travaux physiques. Désormais, Alain et le docteur Ngoyo pratiqueront cette technique de césarienne. La maman et son petit garçon se portent à merveille. C'est au tour de Maria de faire partager à ses confrères ses conditions de travail. Donc ça, c'est notre nouvelle maternité. Ça a été construit il y a 4 ans maintenant. Une maternité équipée d'appareils médicaux dont Alain ignorait jusqu'à l'existence. C'est l'enregistrement du nouveau-né, des contractions. Là, tu as les contractions et le rythme du bébé. Voilà. Ce confort de travail a tendance à les rendre quelque peu envieux. Il y a beaucoup de facilité quand même. Nous, en brousse, nous, on s'en tient à la clinique. Voilà. Tout est... Ça, c'est la robotique. Tu as le placé, tu lis, tu as tout à la seconde. Tout est facile. Moi, je triche, voilà. Je triche, je ne mérite pas d'être médecin. Voilà. C'est la machine qui fait tout. On se repose, on lit tout, tout est affiché. Il suffit de comprendre le langage de la machine et voilà. On va quand même les examiner, les patients. Vous aimeriez voir ça, docteur Ngoyo, ici dans l'hôpital? Avec plaisir. Tu vois, là, c'est le chef d'anesthésie. Ils sont là tout de suite dès qu'on a un problème. Tout le monde, oui. Tout le monde est là quand il y a un souci. Toute une équipe pour sauver une vie et du coup, on minimise l'erreur. Médecin de brousse et autres. Médecin vous-même, anesthésiste, infirmier parfois, sage-femme, gynéco et... Voilà. Ces 15 jours à pratiquer la médecine avec très peu de moyens ont ouvert les yeux à la jeune Française. Je pense que c'est une très bonne expérience parce que ça oblige à se remettre en question sur sa pratique et sur la formation médicale continue. Ça, je pense que c'est au moins ce que j'aurais tiré comme enseignement de ces jours. Au moins ça. Maria comme Alain ne pensaient pas apprendre autant l'un de l'autre. Le voyage touche à sa fin, mais avant de partir, Maria va avoir droit à un privilège rare. Grâce à Alain, elle va rencontrer le dernier roi du Congo,
le roi Makoko. Et ce n'est pas du folklore. Quand le président du pays, Sassou Nguesso, passe dans son royaume, il doit demander audience pour le rencontrer. Le roi reçoit la Française entourée de sa cour, au milieu de ses trophées de chasse, et au son d'un vieux magnétophone qui diffuse des chansons à sa gloire. Les médecins sont trop rares dans son pays. Il veut que Maria revienne. Pour cela, il lui fait un cadeau. Maria, pour vous remercier de votre venue et de votre action si précieuse, je vous offre une parcelle de terrain royal. J'espère que vous l'utiliserez pour revenir nous soigner. Dieu remercie, Seigneur. Tu le remercies. Maria est un peu embarrassée et ne sait pas trop comment s'y prendre pour remercier le roi. Alors elle opte pour la simplicité. Merci pour l'accueil. Merci d'avoir accepté la mise à disposition d'une parcelle pour pouvoir consulter les populations. Et c'est son autre cadeau qui lui coupe la parole. C'est un vrai bouc, oui. Petit machin, mais on va te libérer. Hein? On va pas te ramener. Hein? Ça va être un peu compliqué de le ramener à la maison. Hein. Bien que mes filles seraient contentes, mais... Si Maria ne reviendra pas avec le bouc, ce qu'elle va rapporter du Congo est beaucoup plus précieux. Des moments de vie intenses et des rencontres inoubliables. Cette aventure au bout du monde l'a marquée au plus profond d'elle-même. Dès l'été prochain, elle a décidé de repartir en Afrique pour sa première mission humanitaire.